très étrange de rentrer toute seule dans cet espace. Alors, les questions. Un père, une mère tutélaire dans ce métier. Ouais, je suis pas très figure tutélaire, moi, en fait. Mais il y a quelqu'un quand même qui a été relativement important pour moi, c'est Jean-Pierre Jourdain. Il dirigeait la Comédie de Clermont et j'ai travaillé avec lui pendant 2 saisons comme comédienne permanente et j'ai compris ce que c'était qu'une maison, ce que c'était que de faire avec un héritage. Ce que c'était que cet endroit qui peut souvent être un endroit de l'apparat ou du pouvoir, alors qu'en fait c'est un endroit de la rencontre. Voilà, c'est un peu ça que j'ai compris avec Jean-Pierre. Je ne peux pas dire qu'il me l'a transmis parce qu'il ne l'a pas fait volontairement, mais ça reste, ça reste très fort. Je descends en tout cas de cette histoire-là. D'où vient ton désir de théâtre et ou de danse ? Mon désir de théâtre, bonne question. C'est compliqué de savoir d'où vient le désir. Hein. Si quelqu'un a la réponse, je suis toujours preneuse. Ce désir de théâtre, j'en sais rien. Il vient d'assez loin. En fait, étrangement, j'ai eu cette intuition que ça allait me plaire et qu'il fallait que j'aille vers ça. Je devais être en 5e. Au collège, j'avais un prof de français qui était assez charismatique par sa façon de transmettre le savoir, de nous faire confiance et qui dirigeait un atelier théâtre dans le collège. Donc je me suis inscrite dans cet atelier théâtre et assez étrangement, j'ai détesté ça. Je crois que les 2 premières années, j'ai détesté ça. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai continué. Donc d'où il vient ce désir sûrement quand même, aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai quand même eu toujours un rapport à la parole. J'adorais ça, quoi, en fait, la parole. Mais pas juste parler pour rien dire. Je peux beaucoup me taire aussi, mais voilà, je crois qu'il vient de là, ce désir, si je peux dire. Le texte qui ne te quitte jamais. Livre de chevet, s'il en est un, etc. Je ne suis pas très fétichiste, donc il y a... Enfin, ça ne veut pas dire qu'on est fétichiste si on a un texte qui ne nous quitte jamais, pardon pour les autres qui ont un texte qui ne les quitte jamais, mais j'ai pas un livre de référence auquel je reviendrai toujours. Il y a des textes forts qui m'ont marqué pour différentes raisons. Je me souviens quand même que quand j'ai lu Le ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras, j'ai... très clairement, c'est pas arrivé souvent ça dans ma vie, mais senti qu'il y avait, comme dans les frises chronologiques quand on est petit à l'école, qu'il y avait une ligne qui se traçait, qu'il y aurait clairement un avant et un après de la découverte de cette langue. Donc ça, c'est un roman tutélaire, un peu pour moi. Après, je ne le relis pas tous les 4 matins et je ne sais pas si je l'emporterai avec moi sur une île déserte. Voilà. Après, je lis beaucoup de choses et c'est cette diversité, en fait, cette multitude qui me plaît. Ce qui t'inquiète le plus aujourd'hui ? Alors bien sûr, nous sommes dans un contexte un petit peu particulier, hein, qui est celui de la crise sanitaire, du confinement 2, des nouvelles annonces du gouvernement qui repoussent encore l'ouverture des théâtres malgré ce qui avait été donné par la parole présidentielle précédemment. Donc voilà, ça fait partie des choses qui m'inquiètent, de voir que nous sommes dans un contexte politique où, je crois, l'enjeu fondamental de ce qu'est la culture pour les individus et socialement est sinon méprisé, du moins profondément incompris. Et puis l'art, c'est encore plus grave, je crois. Donc ça fait partie des inquiétudes. Après, c'est une inquiétude qui concerne mon endroit professionnel et ce petit milieu-là. Plus globalement, j'ai quand même une espèce de grande angoisse politique sur la perception du collectif et du bien commun aujourd'hui, que ce soit à l'échelle de l'Europe avec la crise des migrants, que ce soit... je ne sais pas, les choix de dirigeants que font les peuples aujourd'hui dans le monde. Je crois que tout ça est très relié aussi à l'enjeu capitaliste. Mais enfin bon, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, disons que c'est ça. Bon, je n'ai pas très envie de mourir non plus, ça fait partie des choses qui m'inquiètent un peu, mais c'est une autre question. Alors, c'est le contraire. Ce qui me fait le plus rire, je ne sais pas, il y a plein de trucs qui me font rire, heureusement.
Mais quand même, ce qui me fait le plus rire, c'est à la fois quand il y a la conjugaison du trait d'esprit, ça j'aime vraiment. Je rigole quand même beaucoup plus volontiers sur un trait d'esprit que sur quelqu'un qui se prend une gamelle devant moi, quoi. Et donc la combinaison d'un trait d'esprit et d'un regard de complicité dans une situation atypique. Alors ça, c'est vraiment le déclencheur du fou rire et du truc voilà, très, très, très drôle, qui me fait beaucoup rire. J'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite. Ta première fois au théâtre ou sur un plateau de danse en tant que spectateur et en tant qu'artiste. La première fois que j'ai été spectatrice, c'est marrant parce qu'en fait toutes mes premières fois avec le théâtre c'était des trucs pas agréables. Enfin, ça marche pour beaucoup de choses et après j'ai beaucoup aimé ça. La première fois au théâtre en tant que spectatrice, j'étais en primaire. Je devais être en CE1, un truc comme ça. Et il y a eu un spectacle de fin d'année qui a été donné dans la grande salle d'activité où on allait faire du sport, quoi, en fait, dans l'école. Et donc j'assiste à ce spectacle et j'en ai un souvenir un peu vague mais un peu précis en même temps. C'était l'histoire d'un vieux monsieur qui vendait sa maison en viager, qui ne mourait pas. Et évidemment, la personne qui avait acheté en viager essayait de le faire mourir plus vite que prévu. Bon, voilà, je regarde ça de façon plutôt agréable et je découvre au moment du salut que l'acteur qui jouait le vieux monsieur était en fait une femme, et une jeune femme. Et je suis stupéfaite par cette supercherie, et même j'en suis vexée parce que je n'en comprends pas l'intérêt. Voilà ma première expérience en tant que spectatrice. Et ma première fois au théâtre sur un plateau, c'est donc, je suis au collège, je fais partie de cette troupe amateur dirigée par Jean-Pierre Farine, le prof de français dont je parlais tout à l'heure. Et je joue dans une pièce de Molière, un tout petit rôle, je joue un médecin dans L'Amour médecin. Je suis donc grimée. J'ai de la farine dans les cheveux pour marquer que je suis vieille. J'ai des traits de crayon dans les plis comme ça pour faire croire qu'il y a des rides. J'ai une espèce de costume synthétique noir, un chapeau pointu noir. Et je crois que j'ai 2 répliques à dire. Et je suis terrorisée pendant toute la représentation. Quand arrive mon tour, je monte sur scène. Je suis un peu à l'arrière-plan avec 2 autres compars qui jouent des médecins aussi. Et puis arrive mon tour, je parle et vraiment j'ai aucun plaisir. Et je sors de scène et je me souviens que je me dis « mais tout ça pour ça, c'est nul ». Voilà ma première fois au théâtre. Que dis-tu à ton équipe à la veille de la première d'un spectacle ? Eh bien, je lui dis surtout bonne nuit, dormez bien, faites de beaux rêves et à demain. Ça dépend un peu où on en est, si on est à la veille sereine d'une première ou à la veille à la bourre. Si on est à la bourre, je leur dis ça va bien se passer, ça va être super. On a tout ce qu'il faut et puis l'arrivée du public demain va nous galvaniser, voilà. Donc je fais un petit peu de méthode Coué. Et si on est bien et qu'on est content de jouer cette première, je leur dis que j'ai hâte de voir comment tout ça va prendre en public parce que tant que le public n'est pas arrivé et qu'on n'a pas commencé à jouer, le spectacle n'est pas apparu. Donc j'ai hâte de voir fleurir la fleur. Quel sens donnes-tu à ton métier ? T'engage-t-il au-delà du plateau ? Souvent, parce que les spectacles qu'on fait dans la compagnie ou les démarches de création qu'on a peuvent se rapprocher d'enjeux politiques. Je me pose cette question de me dire, tiens, après tout, est-ce qu'un jour, je m'engagerai en tant qu'élue de ce côté-là de l'action ? Et pour l'instant, je me réponds un peu de cette façon en me disant que mon engagement politique et citoyen, il est dans mon métier, dans la façon que j'ai de faire mon métier, c'est-à-dire pas juste dans les spectacles qu'on crée ou même ceux dont il parle, mais dans la façon de pratiquer ce travail, que ce soit dans la transmission, dans des établissements scolaires, avec des adultes amateurs, que ce soit dans les échanges qu'on peut avoir avec les spectateurs après les représentations, dans la façon même de travailler avec les comédiens. Voilà, donc je donne un sens en fait, ça peut paraître un peu grandiloquent, mais politique à mon métier,
mais pas juste par les propos qu'on va porter dans les spectacles qu'on joue, par la façon même qu'on a de s'activer dans un travail très collaboratif, parce que c'est la donnée première du théâtre, c'est que ce n'est pas un travail qu'on fait tout seul dans son coin, et qu'à partir du moment où on travaille collaborativement, on crée des petites sociétés de travail, la question du politique, elle se pose à cet endroit-là. Et puis est-ce que mon métier m'engage au-delà du plateau? Oui, définitivement, parce que je construis beaucoup les spectacles avec des ouvrages de réflexion, et que ces ouvrages de réflexion, ils m'ouvrent sur le monde. On construit beaucoup aussi les spectacles avec des grands témoins, qui sont des personnes qui, par leur vécu d'individus, ont à nourrir, à apporter les processus qu'on réfléchit. Donc ouais, ça m'engage au-delà du plateau, et tant mieux. J'aimerais pas en fait être enfermée que dans du plateau, quoi, en fait, dans un petit milieu. Alors, encore une histoire de métier. L'autre métier dont je me sens la plus proche. Alors, je peux répondre de deux façons. Dont je me sens la plus proche parce que je pourrais aussi faire ce métier, ou dont je me sens la plus proche parce qu'il ressemble au métier que je fais. Ce qui pourrait être une métaphore du métier que je fais, par exemple, ce serait, je pense, chef cuisinier. Je bute un peu, j'ai failli dire chef cuisinière, mais on entend bien que cuisinière, ça fait un peu la femme derrière ses fourneaux à la maison, alors que cuisinier, on entend tout de suite la profession dans un restaurant, donc ce serait chef cuisinière professionnelle dans un restaurant, c'est-à-dire comment, avec plein de personnes, on travaille à partir d'ingrédients premiers, on donne quand même la visée de ce qu'on veut faire, du plat qu'on veut faire, mais après chacun va bosser ses ingrédients, et on va agréger tout ça, le composer dans une assiette qu'on va servir, et on n'est pas maître du goût que vont en ressentir les gens. On ne peut pas être totalitaire à cet endroit-là. Donc voilà, ça je me sens assez proche de ça. Le métier dont je me sentirais la plus proche parce que je pourrais le faire, je ne sais pas, chaque fois que je pense à d'autres métiers, c'est des moments de désespoir par rapport à mon propre travail ou de grands doutes. Donc je me dis que je pourrais m'enfermer dans une petite bibliothèque de campagne comme bibliothécaire, voilà, mais ça n'a pas d'intérêt. Et c'est la dernière question. Pour moi, l'inspiration, c'est quoi, et est-ce qu'on peut la bousculer ? L'inspiration, pour moi, c'est un grand mythe quand même. C'est-à-dire que c'est une grosse blague, quoi. C'est un truc on nous fait croire que ça existe, et pour moi, ça existe relativement peu. Je dirais pas pour autant que c'est que du travail, en fait, mais c'est la capacité à cultiver des idées, à les mettre en relation avec d'autres personnes, ça c'est très important, y compris des personnes avec qui on ne va pas les partager professionnellement. Moi je cultive beaucoup les idées de spectacle avec des amis, même à l'occasion comme ça de croisements avec des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Et donc la capacité à mettre ces idées en relation avec des gens, en relation avec le monde, en relation avec des esthétiques contemporaines aussi, et puis la capacité après à se laisser faire, c'est-à-dire que comme la levure, quoi, comme ça doit monter petit à petit, voilà. Et ça, c'est pas l'inspiration, c'est pas je m'assois et j'attends que ça vienne, ou je fume un pétard en me disant tiens, ça va me donner des idées, ou je me réveille le matin pour noter mes rêves. C'est plutôt ce grand levain entre soi et le monde, en gros. Voilà. Allez, je sors. Ouais.